bienvenue, c'est le Culture Mag, votre rendez-vous avec les spectacles et les arts, avec aujourd'hui un petit focus politique. Mais oui, c'est comme ça, souvent la culture est politique. Nous aurons droit à une petite leçon de philo avec un auteur, philosophe, qui publie chez PUF un petit essai titré « Pop, théologie ». En gros, le protestantisme est à la mode, ce serait même la nouvelle voie à la surconsommation d'art et de culture. C'est très pointu, mais c'est édifiant. Nous recevrons son auteur, le français Marc Alizard. Politique encore avec le concert de One Republic, ce groupe de jeunes qui fait fureur chez les jeunes après une décision très symbolique, lancer sa tournée européenne à partir de Tel Aviv. Malgré les pressions et l'incontournable BDS, les One Republic ont enflammé les Israéliens. Nos caméras du Culture Mag y étaient. Et puis nous partirons au Maroc. Le festival Mawazine a ouvert ses portes à Rabat. Mawazine, ça va devenir le Glastonbury du Maghreb, une brochette de stars sur scène, de la musique, du cinéma. Cette année, le Red Carpet va enchanter les Marocains et le roi Mohamed VI, le parrain de Mawazine. Merci de nous suivre. Avant tout cela, un petit retour sur une information passée inaperçue. La condamnation à 14 ans de prison pour l'Iranienne Athéna Farghadani. Petit rappel des faits, cette dessinatrice, également militante des droits des femmes, était en prison après avoir exposé une série de tableaux qui critiquaient le régime des mollahs. En prison, Athéna Farghadani a fait une grève de la faim dure. Elle a été libérée et juste après cette libération, elle a à nouveau publié une lettre vidéo dans laquelle elle a dénoncé ses conditions de détention. C'est après la diffusion de cette vidéo qu'Athéna Farghadani a été condamnée à 14 ans de prison. Nous sommes en ligne avec la directrice du site iranien Rose Online, Noushabeh Amiri. Bonjour. Noushabeh, est-ce que vous avez eu la famille d'Athéna récemment? Bonjour. Est-ce que vous avez, Noushabeh, eu la famille d'Athéna après sa condamnation à 14 ans de prison? Et en fait, notre collègue a interviewé sa mère. Elle était vraiment sur choc. Il a dit que 14 ans, c'est quelque chose qui était très inattendu, particulièrement pour des accusations qui vraiment ne sont pas vraies du tout. Elle a été condamnée à 14 ans. Combien de temps a duré son procès? Quelques minutes, juste quelques minutes. Le juge, dans le cours, il a dit, par exemple, il a posé question comme vous avez participé à telle et telle manifestation, et Athéna a répondu que non, j'étais en prison, comment je pouvais participer à cette manifestation. Noushabeh, après quelques minutes, c'était fini. Qu'est-ce qui va se passer pour cette jeune cartooniste? Elle va croupir 14 ans en prison? En fait, en Iran, on n'a pas de loi comme ça, parce que ce ne sont pas vraiment les juges qui décident. Quand des gens comme Athéna, ils sont arrêtés, ils sont emprisonnés, ils sont interrogés par des interrogatoires, qui posent des scénarios. En fait, ils vous demandent de confesser aux choses que vous n'avez pas fait. Bien sûr, donc ça veut dire qu'on ne sait pas... Non, je vous coupe. Des années de votre condamnation. Je vous coupe parce que ça veut dire qu'on ne sait pas si elle va rester 14 ans ou 10 ou 7. Merci. Non, on ne sait pas. Peut-être qu'elle est libérée dans un mois, dans un an, ou peut-être qu'elle reste là-bas jusqu'à 14 ans. Merci beaucoup pour votre réaction. Merci. Autre problème en Israël, mais qui se finissent mieux cette fois. Le week-end dernier, malgré la pression internationale, malgré les petits activistes du BDS, le groupe de teenagers One Republic est venu jouer à Tel Aviv. Et non seulement jouer, mais lancer sa tournée européenne. Reportage de jeunes chez les jeunes, Daniel Campos avec David Gombin. Imaginez un pays où l'herbe serait verte et où les perches à selfie, les smartphones et les ados seraient omniprésents. Eh bien ce pays existe, c'est le One Republic au parc Ayarkon de Tel Aviv. C'est ici que ce groupe américain venu tout droit de Colorado Springs a joué devant un public surexcité de 20 000 groupies. Enthousiastes de visiter Israël pour la première fois, les membres du groupe n'ont pas cessé d'uploader leurs photos de la Terre Sainte sur Instagram. Le chanteur Ryan Tedder n'a pas caché sa joie de visiter les sites de pèlerinage chrétiens. Alors que nombre de leurs aînés annulent, la décision du groupe de débuter leur tournée justement à Tel Aviv était définitive. Et ce, malgré les pressions subies pour annuler le concert. Un maintien qui a su toucher leurs fans israéliens.
Je trouve que c'est formidable. Il y a tant d'artistes qui se joignent au mouvement du BDS et qui annulent leurs concerts. Donc je pense que c'est formidable que des groupes comme One Republic campent sur leur position, viennent et jouent de la musique que tout le monde aime. J'ai vu qu'hier, ils sont allés soutenir des soldats. Ça m'a fait chaud au cœur. Le groupe a aussi pris le temps de visiter les soldats postés auprès du système de protection Dôme de Fer, non loin d'Ashkelon. Les fans qui, dès le premier jour, ont acheté leurs billets étaient optimistes. Pas d'annulation possible. On savait qu'ils viendraient et qu'ils ne nous décevraient pas. Pas comme tous les autres. Enthousiastes, les fans israéliens ont chanté à tue-tête pendant presque tout le concert et le nombre impressionnant de vidéos postées le lendemain sur Internet témoigne du large public qui les suit depuis Israël. Montés en 2002 par Ryan Tedder et Zach Filkins, les One Republic ont rencontré leur premier succès sur MySpace après avoir été lâchés par Columbia Records. C'est cette popularité sur les réseaux sociaux qui a conduit le producteur Timbaland à les signer sur son label le prestigieux Mostly Music Group. Depuis, leurs 3 albums ont tous atteint des sommets aux hit parades européens et au Billboard américain. Après leur première date israélienne, les voilà partis pour la Turquie, la Macédoine et la Bulgarie avant d'arpenter le reste de l'Europe. À suivre un cours de philo d'art et de protestantisme, mais pour le moment, partons au Maroc avec l'ouverture du célèbre festival Mawazine de Rabat. David Gomba. C'est sûrement le plus grand festival de musique du Maroc. À l'extrémité nord du pays, c'est dans la capitale Rabat que chaque année se tient le Mawazine. Pour cette 14e édition, stars internationales et célébrités locales se côtoient comme toujours sous le haut patronage du roi du Maroc, Mohamed VI. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette année, le line-up est impressionnant. Après une ouverture par Jennifer Lopez, se succèdent des artistes aussi éclectiques que Pharrell Williams, Sean Paul et Avicii. Se produiront sur les 7 scènes du festival tout azimut Placebo, Chaim Botbol, Akon, Yannick Noah ou encore Sting et Maroon 5. Un festival qui d'année en année se prête de plus en plus au jeu de l'ouverture, mais pas encore assez pour inviter des groupes israéliens à se produire sur scène. Peut-être que cela sera chose faite l'année prochaine. Pour le savoir, gardez vos oreilles grandes ouvertes. On va passer maintenant un petit cours de philosophie avec notre invité Marc Alizard. Bonjour, je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes l'une des jeunes figures françaises de la culture, de l'art. Vous avez travaillé au Centre Pompidou. Vous avez travaillé au Palais de Tokyo. Vous avez travaillé au cabinet de Frédéric Mitterrand en 2010 lorsqu'il était ministre de la Culture. Et puis depuis 2012, vous êtes au mécénat du groupe LVMH. Et surtout, vous venez de sortir un petit livre chez PUF qui s'appelle Pop Théologie. Alors déjà, merci d'être là. Moi, je trouve que vous incarnez un petit peu le 21e siècle arty. Et qu'est-ce que vous dites dans ce livre, Pop Théologie? Vous dites que le protestantisme aurait à voir avec l'art et la culture aujourd'hui. Je voudrais savoir comment et pourquoi. Oui, ça peut paraître un peu paradoxal parce qu'on a une image du protestantisme comme d'une religion de la retenue, de l'ascèse, et une image de la culture contemporaine comme une religion de l'hédonisme et du laisser-aller. Et pas du laisser-aller, de la surconsommation, plus que du laisser-aller. Éventuellement. Et c'est un double contresens en réalité, parce que le protestantisme est aussi une religion du lâcher-prise, et parce que la société contemporaine et la culture contemporaine est aussi une société du contrôle, du perfectionnisme. On le vit tous dans nos vies professionnelles, mais aussi en réalité dans ce qu'on appelle, à tort peut-être, la société des loisirs. La société des loisirs, c'est une société où on est tenu de se fabriquer un corps bronzé, musclé, d'occuper son temps, de faire du sport, qui sont des activités qui sont en fait extrêmement récentes. Alors, quel rapport avec les figures de Calvin et Luther qu'on voit pendant que vous parlez? Parce que nous, on est le grand public, hein. Vous êtes un philosophe, il faut être un peu plus pragmatique.
Luther, c'est... Non, mais quel rapport avec cette débauche d'aujourd'hui, avec cette surconsommation? Comment réinventer son corps? Ça fit avec cette notion de protestantisme que vous développez dans votre livre. Oui, Luther, c'est d'abord quelqu'un qui se singularise à son époque en quittant le monastère. C'est un moine et il tombe la robe pour vivre dans le monde. Donc c'est quelqu'un qui en finit avec l'opposition entre l'Église et le monde. Et c'est à ce titre que le protestantisme a été considéré pendant très longtemps, notamment beaucoup au XIXe siècle, comme la religion de la modernité, la religion de la liberté. Oui, ce sont eux au XVIe siècle qui ont développé d'une certaine façon l'art bourgeois qui s'est sorti de l'art religieux. Aussi, c'est un autre, effectivement, et c'est un autre contresens parfois qu'on peut faire sur le protestantisme. On pense souvent aux protestants comme des iconoclastes, des gens qui cassent les images, et en réalité, pas du tout. Ils cassent les images religieuses, mais ils autorisent tout un nouveau champ d'expression qui est l'image profane. L'image, effectivement, qu'on a tout en tête, ce qui est la nature morte, par exemple, hollandaise, qui est un parangon de l'art protestant. Marc, Alisa, vous avez côtoyé et au Centre Pompidou et au Palais de Tokyo de nombreux jeunes artistes. Et vous avez également lancé une revue qui s'appelle Fresh Theory, qui m'a fait penser à la revue qu'il y avait au 19e, la revue blanche des frères Natanson, ou celle du 20e siècle, la revue de notre ami BHL. Qu'est-ce que c'est Fresh Theory? C'est quoi? C'est l'école arty d'aujourd'hui? Fresh Theory, c'était maintenant il y a déjà un certain temps, c'était il y a 10 ans tout juste. Je travaillais à l'époque au Centre Pompidou, je m'occupais beaucoup des conférences et j'avais remarqué qu'une génération émergeait de philosophes en France qui étaient réunis par un désir de repenser le contemporain, le monde contemporain, dans tous ses aspects parfois les plus éloignés des objets classiques de la philosophie. Et l'art contemporain en fait d'ailleurs partie. C'est un champ qui a suscité beaucoup de réflexions dans la jeune philosophie. Et j'ai voulu rassembler ces intellectuels un peu atypiques qui avaient entre 30 et 40 ans à l'époque et on a donc fait cette revue effectivement dans un esprit un petit peu Alors c'est marrant parce que là vous êtes tous sérieux alors que je vous ai vu prendre la parole en public et vous étiez plus badin, on va dire. Je voudrais qu'on revienne quand même à votre livre. On parle pas beaucoup d'argent. Or le protestantisme est lié à l'argent et l'époque aujourd'hui est liée à l'argent, l'époque artistique, l'époque culturelle, cette débauche de mode, de consommation, de nourriture, d'art, de F. Kuhn. Quid de l'argent dans votre dispositif, Marc Alizard? Mais on le sait, une des thèses très très célèbres qui a été énoncée sur le protestantisme, c'est la thèse de Max Weber qui associe protestantisme et capitalisme et qui les associe pour une raison assez simple, c'est que pour Luther et puis pour Calvin encore plus, le culte qu'on rend à Dieu se réalise dans le travail, dans l'éthique du travail. Vous allez me dire quel rapport entre l'éthique du travail et l'éthique de la consommation. De la mode, voilà, on voit des images de défilés, oui. C'est-à-dire que ce travail peut être aussi un travail de soi. Un travail de formation de soi, de sculpture de soi. Je crois que l'art contemporain, effectivement, souffre aussi parfois d'une incompréhension. On le dit aussi un peu désinvolte, un peu. Parfois on dit que c'est l'art de ma fille pourrait faire ça. On dit ça de Miro aussi. Oui, on l'a beaucoup dit. La phrase clé qui permet de comprendre en quoi l'art contemporain est lié à la réforme, c'est la grande phrase de Joseph Beuys, qui est « Tout homme est un artiste ». Cette phrase, effectivement, on peut la comprendre comme on vient de le dire. Si tout homme est un artiste, personne n'est un artiste. Joseph alors tout Beuys, est de l'art. Joseph Beuys, grand artiste allemand des années 60. Et en fait, c'est une phrase qui fait écho à une autre phrase historique de Luther, précisément, qui est « Tout homme est un prêtre ». Et tout homme est un prêtre, c'est une phrase qui a cassé littéralement l'Europe en deux. C'est-à-dire que si tout homme est un artiste crée des remous et des polémiques aujourd'hui, vous imaginez ce que tout homme est un prêtre a pu créer comme problème à une époque, on est en 1517, où la religion est une chose assez sérieuse. On lui a dit, mais si tout homme est un prêtre, alors plus personne n'est un prêtre, alors à quoi servent les prêtres, et alors l'église, on ne va plus à l'église, etc. Et en fait, c'est une phrase extrêmement complexe, mais qui tient au fait que pour Luther, la grâce est gratuite. Tout le monde a la grâce et donc personne ne peut privatiser la grâce. Alors ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi avec, mais au contraire, on est
tenu responsable de cette grâce et de cette gratuité, et on rend hommage à Dieu de ce don de la grâce. Et on retrouve à peu près la même chose dans l'art contemporain. Les artistes contemporains font l'objet souvent d'une autre critique qui est presque inverse et qui se prennent trop au sérieux. On dirait une secte, ils sont tous habillés en noir, etc. Là, en fait, c'est parce qu'eux aussi rendent hommage en quelque sorte d'une manière ascétique à cette gratuité du don de l'art. Est-ce que la culture et l'art ici résonnent autrement que dans les pays que vous avez traversés, la France, les États-Unis ou l'Angleterre? Évidemment, très, très peu de mots parce qu'on a terminé. Oui, évidemment, on voit que la culture et la philosophie est ici tout de suite fréquemment politique, pour les raisons qu'on sait, mais c'est très intéressant parce que ça nous renvoie aux origines de la philosophie. La philosophie grecque, c'est une philosophie de la cité, de l'homme dans la cité, et à ce titre, c'est un exercice très, très, très pur de la raison. Bon, il faudra nous la décrypter. Ok, merci beaucoup Marc Alizard d'être venu sur le plateau. C'est une interview qui a été enregistrée. On se retrouve demain à la même heure, juste après C'est l'info qui continue sur i24 News. Merci.